Imaginez, c'est une nuit d'une quiétude absolue, où l'air lui-même semble retenir son souffle. Dans cette obscurité épaisse, alors que la majorité des Burkinabés dorment profondément, un drame se prépare, à huis clos, loin des regards et des oreilles. Pourtant, en coulisses, le destin de tout un peuple se joue en silence, dans une tension glaciale qu'aucun rêve ne saurait deviner. Cette nuit-là, celle du samedi 3 janvier 2026, le Burkina Faso a frôlé l'irréparable. À l'échelle de l'histoire du pays, peu d'événements ont connu une telle intensité, un risque si élevé, tout en restant invisible pour la population. Imaginez un instant. Si ce complot avait abouti, les conséquences auraient pu rappeler les pires heures vécues par d'autres nations, comme le Rwanda en 1994 après l'attentat contre le président Habyarimana, ou le Mali lors de la déstabilisation de 2012, qui a vu l'effondrement soudain des structures étatiques. Cette nuit n'a rien d'ordinaire. Elle s'inscrit dans une lignée d'événements où tout peut basculer d'un instant à l'autre. Les rues de Ouagadougou, d'ordinaire animées, étaient plongées dans un calme trompeur. Les lampadaires diffusaient une lumière blafarde sur l'asphalte désert, les radios égrenaient des chansons familières, et les foyers, rassurés par cette tranquillité apparente, ignoraient tout du drame imminent. À l'intérieur des murs épais du palais présidentiel et des institutions stratégiques, l'atmosphère était tout autre. Les agents de sécurité, habituellement discrets, étaient en état d'alerte maximale. Un protocole rarement déclenché avait été activé. Surveillance renforcée, filtrage drastique des communications, contrôle méticuleux des accès, observation constante des déplacements suspects. Ce type de procédure n'est pas sans rappeler les mesures prises lors de la tentative de putsch contre Erdogan en Turquie, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, où la rapidité de réaction des services de renseignement avait permis de déjouer un coup d'État sanglant. Mais au Burkina Faso, cette nuit-là, la population restait totalement dans l'ignorance. Aucun média n'a émis d'alerte. Aucun message d'urgence n'a circulé. Le silence était la règle. Pourtant, sous cette surface paisible, une partie dangereuse venait de s'engager, dont l'issue pouvait précipiter le pays dans la tourmente. Les services de renseignement, eux, étaient passés de la spéculation à la certitude. Pendant des semaines, ils avaient recueilli des indices, des noms, des échanges suspects, des mouvements financiers anormaux. Mais il manquait la cohérence, le fil conducteur. Cette nuit-là, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Ce n'était plus une simple hypothèse, le plan était en marche. À ce stade, chaque minute comptait. Les agents étaient confrontés à un dilemme redoutable. Intervenir trop tôt risquait de faire échouer l'opération de neutralisation et de pousser les conspirateurs à agir dans la panique. Attendre trop longtemps, c'était courir le risque de voir le président tomber, entraînant avec lui la stabilité du pays tout entier. C'est là la marque des crises les plus graves. Le danger ne vient pas toujours du bruit des armes, mais du silence des décisions prises dans l'ombre. Fermer les yeux sur cette menace, c'était offrir au réseau organisé la possibilité de frapper sans résistance, de s'emparer du pouvoir avant même que le peuple ne prenne conscience de l'ampleur du danger. Cette tension rappelle celle vécue lors de l'assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre congolais, en 1961. À l'époque, l'absence de réaction rapide et la désinformation avaient conduit à une déstabilisation profonde du pays. Ici, au Burkina Faso, l'enjeu était identique. Chaque seconde de retard pouvait signifier l'effondrement de l'État. Mais à quel moment précis le pays a-t-il frôlé l'irréparable? Quand la ligne rouge a-t-elle été franchie? Et par quel détail le destin a-t-il pu basculer? Le piège se resserrait autour du président Ibrahim Traoré. Une anomalie, un détail presque insignifiant, a déclenché la riposte. C'est dans ce minuscule interstice que le cours de l'histoire a changé. Pour mieux comprendre la mécanique du complot, il faut plonger au cœur de la nuit du samedi 3 janvier 2026. Le plan n'était pas improvisé, mais d'une précision redoutable. 2 scénarios avaient été minutieusement préparés. L'un prévoyait un assassinat direct, à bout portant, lors d'un passage du président dans une zone réputée sûre. L'autre, une attaque à l'explosif, conçue pour frapper non seulement le chef de l'État,
mais aussi plusieurs de ses proches collaborateurs. Cette double stratégie rappelle celle employée lors de l'attentat contre Anwar el-Sadat en Égypte en 1981, où les assaillants avaient calculé chaque geste, chaque timing, pour maximiser l'impact et paralyser toute réaction immédiate. Au Burkina Faso, les conspirateurs avaient assigné à chacun un rôle précis: infiltrer la garde rapprochée, sécuriser les accès, neutraliser les communications. L'objectif n'était pas seulement de tuer le président, mais d'éliminer toute capacité de contre-attaque. Les cibles secondaires comprenaient plusieurs officiers supérieurs, des fonctionnaires clés, mais aussi des civils influents, comme des journalistes, des leaders d'opinion ou des représentants religieux. Cette stratégie de décapitation rappelle celle des purges staliniennes, où l'on cherchait à éliminer non seulement le chef, mais tous les relais de commandement. Le plan visait la confusion absolue. Pas de revendications, pas de messages, juste le chaos. Plonger le pays dans l'incertitude, sans interlocuteur légitime, sans repère. Cela évoque la stratégie de terreur blanche, utilisée en Russie après la révolution de 1917, où la peur et l'incertitude étaient des armes aussi puissantes que les fusils. La clé du plan, la simultanéité. Les actions devaient se dérouler en parallèle pour empêcher toute coordination de la riposte. Ce principe, appliqué lors des attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, avait démontré son efficacité redoutable. En frappant plusieurs cibles en même temps, on paralyse la réaction et on déstabilise durablement le pays. Mais au Burkina Faso, cette nuit-là, un détail a changé la donne. Alors que tout semblait sous contrôle, une anomalie a attiré l'attention des services de sécurité. Une communication inhabituelle, un déplacement suspect, un visage inconnu dans une zone sécurisée. En quelques minutes, les protocoles d'urgence ont été activés, permettant de déjouer le plan à la dernière seconde. Un autre aspect crucial du complot était l'attaque prévue contre la base de drones. Cette installation, unique en son genre au Burkina Faso, représente les yeux de l'État. Priver le gouvernement de ses capacités d'observation aérienne, c'était l'aveugler, le rendre incapable de localiser les menaces, de distinguer le vrai du faux, de réagir à temps. Cette tactique rappelle l'attaque contre le réseau électrique ukrainien en 2015, où priver l'État de ses outils de contrôle avait plongé des millions de personnes dans le noir, semant la panique et le désordre. Au Burkina Faso, détruire la base de drones revenait à couper le lien vital entre le centre du pouvoir et la réalité du terrain, laissant la porte ouverte à toutes les manipulations. Ce degré de préparation a stupéfié les experts. Jamais encore des adversaires n'avaient exploité à ce point les failles technologiques et logistiques du pays. Cela montre une parfaite connaissance des vulnérabilités de l'État moderne, où l'information vaut parfois plus cher que la force brute. En quelques minutes, l'État aurait pu perdre la maîtrise de la situation, laissant place à la panique, à la désinformation virale et à la montée des forces hostiles. Un gouvernement aveugle ne sait plus qui est l'ami ou l'ennemi, ne peut plus coordonner la moindre riposte et voit sa légitimité s'effondrer. Mais qui tirait les ficelles de ce plan d'une telle envergure? L'enquête allait révéler des alliances inattendues, dépassant largement les frontières nationales. La découverte clé, une vidéo, interceptée par les services, montrait les conspirateurs réunis, détaillant chaque étape du plan. Cette preuve irréfutable a permis d'identifier les acteurs principaux, tous dotés d'une grande expérience. D'anciens hauts dignitaires, experts en manipulation, capables de compartimenter les communications et d'organiser une opération de cette ampleur. Le financement du complot a été retracé. 70 millions de francs CFA, venus de Côte d'Ivoire. Ce montant considérable indique l'implication d'acteurs extérieurs et révèle une toile de soutien régionale aux ramifications multiples. Ce n'est pas un fait isolé. On se souvient, par exemple, du rôle des financements étrangers dans la crise ivoirienne de 2010, ou de la façon dont l'argent libyen a alimenté les mouvements rebelles à travers le Sahel. Les arrestations ont été menées avec une précision chirurgicale. Chaque membre du réseau a été neutralisé au moment opportun, empêchant toute fuite d'informations ou toute tentative de sabotage de dernière minute. Mais à mesure que l'enquête avançait, de nouveaux noms apparaissaient,
prouvant que la conspiration était plus vaste qu'imaginée. Malgré l'annonce officielle de la neutralisation de la menace, les services de renseignement sont restés en alerte maximale. Personne ne pouvait affirmer avec certitude que tous les complices avaient été identifiés. Cette incertitude est typique des grandes affaires d'État. Après l'assassinat de Kennedy en 1963, les doutes et les théories n'ont jamais cessé de hanter l'Amérique. Sous-estimer la profondeur du réseau aurait été une erreur fatale. Si une branche a pu agir dans l'ombre aussi longtemps, qu'est-ce qui empêcherait une résurgence encore plus sophistiquée, plus insidieuse, à l'avenir? Les enquêteurs, traquant les indices, ont fini par découvrir un nom jusqu'alors discret, capable de bouleverser toute la chaîne de commandement. Cette révélation a relancé l'enquête, élargissant encore plus le spectre de la menace. Ce qui s'est joué dans la nuit du samedi 3 janvier 2026 dépasse le cadre d'un simple épisode de crise. C'est un signal fort. La lutte pour le contrôle du continent africain s'intensifie, devient plus complexe. Aujourd'hui, la stabilité d'un État ne dépend plus seulement de la force des armes, mais de la capacité à anticiper l'invisible, à déjouer l'insaisissable. Cette opération, restée dans l'ombre, révèle l'existence d'une guerre souterraine, où chaque minute, chaque décision, chaque fragment d'information peut faire basculer le sort d'une nation. Ceux qui imaginent que les coups d'État se déroulent à ciel ouvert ignorent la réalité moderne. La menace se glisse dans les failles, se nourrit des incertitudes, s'enroule autour de vérités incomplètes. La bataille n'oppose plus seulement un homme à ses adversaires, mais un équilibre social déjà fragile à des forces capables de le faire vaciller. Un relâchement de la vigilance, une indifférence devant la manipulation de l'information, et c'est tout un peuple qui peut être plongé dans le doute, la peur, voire la guerre civile. L'histoire l'a montré à maintes reprises. Au Venezuela, au Zimbabwe ou au Tchad, l'inattention et la tentation de détourner le regard ouvrent la porte à la déstabilisation, à l'ingérence étrangère, à la manipulation des masses. Dans ce contexte, l'information est devenue la première arme. Une rumeur, une vidéo, un silence stratégique peuvent peser plus lourd qu'une colonne de blindés. La guerre de la perception est totale. Savoir distinguer le vrai du faux, garder un esprit critique éveillé, devient un enjeu de survie collective. Face à ces menaces, il ne suffit plus de compter sur les autorités. Chaque citoyen doit s'engager, apprendre à vérifier l'information, à questionner les évidences, à refuser la peur et la résignation. Ce sont là les armes de la société moderne. Des ateliers de sensibilisation à la vérification des faits, des campagnes d'éducation civique, des plateformes d'alerte citoyenne. Autant d'outils déjà expérimentés dans d'autres pays, comme le Kenya ou le Sénégal, qui ont permis de réduire l'impact des fake news et de renforcer la résilience des populations face à la désinformation. La stabilité nationale, la sécurité de tous, l'intégrité de nos institutions. Rien n'est jamais définitivement acquis. Ces acquis se défendent chaque jour, chaque heure, contre les ambitions cachées, qu'elles soient locales ou extérieures. Lutter contre la manipulation et la désinformation, c'est aussi renforcer la transparence des institutions, soutenir le journalisme d'investigation et encourager la participation citoyenne. À titre d'exemple, la création d'observatoires indépendants, comme ceux mis en place au Ghana, a permis de détecter plus rapidement les signaux faibles et de désamorcer des crises avant qu'elles n'éclatent. Mais au-delà des outils, c'est la culture de la vigilance qui doit être ancrée. Une vigilance active, qui ne sombre pas dans la paranoïa, mais qui refuse la facilité du déni. Car l'histoire se répète souvent lorsqu'on oublie ses leçons. Ce combat silencieux ne connaît ni pause, ni répit. Il exige du courage, du discernement et la responsabilité de tous. Laisser l'histoire se répéter, c'est risquer de voir s'effondrer la confiance, le tissu social et l'avenir du pays. À l'heure où tout peut basculer en quelques minutes, la vigilance n'est plus un choix. C'est notre seule chance de préserver ce qui nous unit. Alors, la prochaine fois que le silence semblera trop parfait, que la quiétude paraîtra absolue, souvenons-nous. Parfois, la plus grande bataille se livre quand personne ne semble la voir. Il en va de la survie d'une nation tout entière. Et la question reste suspendue. Sommes-nous prêts, collectivement,
à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard.